différents mondes de la photo. Ça marche ou pas, Jack? Jack, voilà. We are going to do the talk in Cette conversation va avoir lieu en français et en anglais. translation, and Alexandre is going to... It's working? Ah, moi je fais juste une langue. Ok. Ah ouais, c'est vrai, le traducteur. Donc, ça... Est-ce que ça marche? Non. Et là, ça marche? I'm very loud. Ok. Donc voilà, nous allons essayer de naviguer et de découvrir un petit peu les intersections entre le monde de l'art, le monde de la mode et le monde de l'éditorial au sein de la photo. Et pour ce talk, nous avons ici un panel de photographes qui s'est joint à moi pour animer et discuter de ce sujet, et je vais commencer. Et vous pouvez vous présenter. Donc, Senta, Simon, tu peux te présenter. Bonjour. Oui, je suis Senta Simon. Je suis suisse et je navigue entre photographie d'art, éditorial, commercial. Et merci pour l'invitation. Merci à toi. Après, nous avons Malik Bodian. Oui, bonjour, je m'appelle Malik, je suis du Sénégal. Je navigue entre le photographie documentaire et photographie de mode. Alexandre Gurkinger, on ne sait jamais comment le prononcer. Comme tu préfères. Oui, bonjour. Donc, je suis photographe basé à Paris. Je travaille également comme Malik sur des sujets documentaires et aussi pour la presse et un petit peu pour la mode également. Et enfin, Jack Davison, photographe anglais. Bonjour, je suis Jack et je suis basé à Londres, juste à côté de Londres. C'est un petit peu perturbant d'entendre deux voix à la fois, mais c'est pour cela que je vais essayer de ralentir un peu. Pour compléter, moi aussi, je travaille dans le domaine plutôt éditorial, mais aussi la mode, et j'apprécie beaucoup d'aller de l'un à l'autre. Cette discussion, on va faire un tout petit récap, mais pas très long pour évoquer, on va pas évoquer l'histoire non plus de la photographie depuis le début de la photographie, mais pour dire que comme j'imagine vous êtes tous baladés dans les allées là de cette édition de Paris Photo, vous avez pu constater qu'en effet, au mur, on pouvait retrouver à la fois des images issues de travaux d'artistes, documentaires, mais également de mode. Et donc, l'idée ici de ce talk était de réfléchir avec vous à savoir comment dans votre travail personnel, dans votre travail d'artiste, la commande intervenait et en quoi les commandes pouvaient donner lieu aussi à des réflexions personnelles et comment dans votre processus, vous trouviez la place entre travail personnel, travail de mode, travail de commission. Si tu veux commencer peut-être, Senta, toi, dans ton travail, dans le livre que tu as pu réaliser, Rayon Vert, et dans tes travaux éditoriaux de mode, comment se fait la distinction en fait entre, est-ce que tu vois une distinction toi dans ton travail entre lorsque c'est une commande d'un magazine ou d'une marque et ton travail personnel, ou est-ce que ces deux choses finalement sont assez communes et comment tu pourrais l'expliquer? Well, je vais parler en anglais. I think my work is really about portrait. Donc, j'aime travailler sur l'individu, le portrait, le caractère individuel. Alors, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est m'assurer qu'il y a des personnes qui pourraient donc me donner
accès à un récit, à ce narratif. Alors, je ne cherche pas à créer de la fantaisie, mais effectivement, tout de même, un réalisme, que ce soit dans la mode, dans mon art. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pourriez qualifier de spectaculaire ou d'anti-dramatique, mais ce qui m'intéresse, vous le voyez sur cette image, effectivement, rappelle la mode, puisqu'il y a ces vêtements, cette pose, mais il y a aussi toujours un lien entre les personnages et l'image. Il n'y a pas de rapport de force ou de dynamique de pouvoir avec mon sujet. J'aime travailler sur un pied d'égalité avec mes sujets. Et aussi de faire émerger la fragilité et les sentiments. Je pense qu'il est important de faire ressortir le sentiment dans l'image ou l'émotion. C'est ce dont nous avons besoin. Donc, je pense de mettre en avant la vulnérabilité, la fragilité, ce lien aussi entre... Donc, vous avez demandé entre la mode et mon travail personnel, il y a ce lien. Et c'est devenu une force pour moi de mettre cela en avant dans mes images. Aussi, comme vous avez pu le remarquer, donc on est 4 garçons sur scène et donc tu es une femme photographe. Est-ce que tu penses aussi que ton regard de femme a quelque chose de différent et comment tu pourrais l'expliquer? Est-ce que tu le sens? Est-ce que pour toi la photographie, moi parfois je dis la photographie n'a pas de genre parce que tu te balades dans les allées et tu vois une photo. Est-ce qu'on peut dire qui l'a réalisée? Je ne sais pas, mais est-ce que toi ton regard de femme a quelque chose de spécial dans ton travail? Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment cette sensibilité s'exprime dans ton travail? Parce qu'en plus, on est dans une époque post-MeToo, en tout cas on est toujours dans ce mouvement, et la photographie a évolué avec la société, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte depuis plusieurs années que le regard des photographes avait aussi beaucoup changé par rapport à une époque, même ne serait-ce qu'il y a 10, 15, 20 ans. Comment toi, dans ton travail, ça intervient en fait? Yeah, I mean, I don't like to. Oui, effectivement, je n'aime pas trop entendre qu'on me dise vous êtes photographe femme, donc en fait, je suis photographe à part entière. Mais effectivement, je me sens plus proche, peut-être des femmes. Peut-être que c'est pour ça que j'aime aussi photographier les femmes. Il y a peut-être cet rapport comme un rapport entre sœurs. C'est peut-être pourquoi je parlais du fait qu'il n'y a pas de rapport de pouvoir, pas de rapport de force. Et effectivement, je ne les regarde pas non plus avec un regard sexualisé. Donc, une femme qui prend des photos d'autres femmes, peut-être que cela me permet d'essayer des choses dans le sens de travailler en étroite coopération avec mes modèles. Et donc, en général, j'ai beaucoup de respect pour mes sujets et la photographie. Alexandre, qu'est-ce que tu en penses, toi? Dans ton travail, qui est plutôt donc un travail... Entre travail personnel et travail éditorial. Ouais. Alors, moi, mon travail personnel est vraiment purement documentaire et plutôt orienté sur des projets, même si c'est un documentaire que j'essaye de travailler de manière conceptuelle, mais c'est des projets qui vont s'étendre sur plusieurs années. Et moi, ce que j'aime vraiment dans le travail éditorial, c'est justement cette temporalité qui est complètement différente. Sur les commandes éditoriales, on va travailler quelques jours. La publication va sortir quelques semaines après.
c'est un rapport à la production qui est complètement différente et qui autorise, je pense, un travail pas expérimental, mais en tout cas, on peut tester des choses qui après, et souvent, je vais pouvoir m'en servir après dans mon travail personnel. Mais c'est vrai qu'il y a une distinction de fait. Il y a une distinction de fait qui se fait entre les deux, entre le travail personnel et le travail éditorial. Donc déjà, en fait, il y a l'idée de la contrainte qui te donne un cadre plus qu'un travail personnel où il y a moins de cadres finalement. Ouais, exactement. Il y a cette notion d'exercice qui est assez plaisante et puis d'avoir un résultat assez rapide, de pouvoir voir comment ces images existent dans une mise en page, de se rendre compte des forces et des faiblesses de telle et telle association, etc. Et là, vous voyez plutôt des éditoriales, des choses que j'ai fait en mode. Et ça, la mode, justement, c'est plutôt récent. Enfin, ça fait ça fait 6-7 ans que désolé, ça fait 6-7 ans que j'en fais mais j'essaye de l'aborder vraiment de la même manière que j'aborde le portrait et donc c'est quelque chose sur vous vous rejoignez un petit peu sur ce point-là en tout cas. Vous shootez des personnes plus que des modèles, vous essayez de chercher peut-être à représenter l'être en soi plus que... Ouais, c'est presque un portrait collectif en fait, parce que travailler quand on prend un portrait en situation documentaire, on est souvent seul avec la personne, et là il y a une conception qui se fait avec le styliste, avec maquilleur, coiffeur quand il y en a, et c'est assez, c'est hyper, enfin c'est comme un autre type de portrait quelque part, et donc il y a cette projection de quelque chose sur la personne. Donc il y a la personne et il y a aussi comment on l'habille, comment on va la placer, où est-ce qu'on va la placer, etc., qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Malik, toi, tu peux nous parler un petit peu de ton process. Tu as un travail qui est beaucoup centré aussi sur l'identité. Comment toi, tu ressens ces liens entre ton travail de mode et ton travail personnel? Est-ce que tu en fais une distinction? Est-ce que ce sont des choses finalement qui se nourrissent plutôt? Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu sur ça? Moi, pendant très longtemps, j'ai toujours cru en fait, j'étais toujours convaincu que le documentaire et le travail de mode, c'est pas la même chose. Que vraiment, c'était deux mondes différents pendant beaucoup d'années. Surtout parce que mon travail personnel est beaucoup inspiré par les photographes documentaires. Donc, au tout début, quand je faisais de la mode, je me disais toujours, ça n'a rien à voir avec ce que je fais chez moi, par exemple, quand je vais au Sénégal, etc. Puis, en fait, avec le temps, en collaborant avec certaines personnes qui m'ont beaucoup inspiré, comme Ibrahim Kamara, je me suis rendu compte qu'en fait, au final, ce que je faisais dans la mode, ça venait de ce que je faisais chez moi au Sénégal ou pendant que je voyageais en Afrique. Par exemple, bien sûr, il y a beaucoup d'émotions dans ce travail-là, mais par exemple, parfois, quand je faisais des images éditoriales, souvent l'inspiration me venait de certaines photos de paysages que j'ai pris ou de portraits de quelqu'un qui s'habillait de certaines façons. Et souvent, l'inspiration part d'une image personnelle. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que, bien évidemment, je comprends certains photographes documentaires qui je dirais pas dignité, mais qui gardent qui sont très stricts et qui disent qu'ils veulent pas faire de la mode. Mais je pense qu'il y a moyen de faire les deux quand tu trouves les bonnes personnes avec qui collaborer et surtout les personnes qui te laissent la liberté de pouvoir en fait bien t'exprimer. Des personnes comme toi, par exemple, avec qui j'ai pu collaborer sur M Le Monde. Donc toi, là, tu racontes quelque chose qui est assez intéressant. Aussi, on peut faire un petit aparté, c'est que
T'as, par rapport à nos camarades ici, un petit truc pas en plus, mais en tout cas, tu étais mannequin aussi, ou tu l'es toujours. Et c'est vrai que tu as aussi découvert la mode à travers ce métier de mannequin, et donc tu as vu des choses aussi, un peu l'envers du décor, et ça a sûrement infusé aussi ton travail, ça t'a sûrement aussi aidé. J'imagine que quand tu diriges en tant que photographe des personnes, tu vois peut-être des choses que il y a presque une sorte de miroir qui peut se mettre en place par rapport à ta perception du mouvement, ta perception de la pose, ta perception de ce que tu recherches chez l'autre. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant aussi dans ton travail. Et j'en arrive aussi à Jack, qui a un travail remarquable aussi et qui a un travail presque plus plastique encore, peut-être. Je ne sais pas si on peut dire ça. Qui va parfois dans l'abstraction, dans le surréalisme. Et là, on arrive quasiment aux frontières de l'art. Il y a des séries de mode, en effet, qu'on a pu faire aussi ensemble, où on arrive presque même plus à voir le vêtement. Mais au final, on le voit quand même d'une certaine manière. Je vais reculer un petit peu parce que Jack a envoyé beaucoup de photos avec des classifications. Oui, je pensais que vous alliez supprimer quelques-unes de mes images. Vous alliez couper à l'édition. Vous avez mis trop de photos. Mais oui, je comprends tout à fait ce que vous avez partagé. Moi, j'ai commencé par la photographie de rue. Je prenais des photos sans contexte, vraiment sans connaître ce secteur. Et ce que j'ai trouvé difficile pour moi au début était de finalement lâcher prise, laisser aller une partie de ce contrôle. Lorsque vous parlez avec des personnes dans le monde de la mode, vous pensez que savoir exactement ce qu'ils cherchent alors que eux ont déjà une idée préconçue de ce qu'ils recherchent. Donc je me suis rendu compte que accepter de perdre un petit peu cette maîtrise. Effectivement, vous avez mentionné le fait qu'il va y avoir un styliste, coiffeur ou maquilleur qui vont avoir une autre vision. Et maintenant, donc effectivement, je vois parfois un écart entre générations, c'est-à-dire ils vont peut-être avoir une vision différente du corps à représenter. Il y a bien sûr dans l'industrie de grands changements en termes des tailles de vêtements, en termes de représentation, etc. Donc maintenant, dans un travail commercial, quand j'ai travaillé avec Margaret Howell, par exemple, je sais qu'elle m'a laissé 80% de liberté pour faire ce que je voulais et 20% Margaret Howell, elle me dit ce que je dois faire. Mais pour Hermès, par exemple, je n'ai que 30 ou 40% de maîtrise du travail. Parfois, on me dit que, OK, prenez la photo, en gros. D'autres fois, j'apporte beaucoup plus de mon apport personnel. Les deux choses que vous avez dites qui sont intéressantes, c'est aussi que dans la photo de mode, tu parlais d'une équipe, tu parlais des gens avec qui tu le fais, et tu parles aussi de l'équipe, des stylistes, des gens. C'est vrai qu'une photo de mode ne se fait pas seule. Une photo de mode, c'est un travail d'équipe, alors que, comme tu disais, Alexandre, aussi parfois le photographe documentaire ou le portraitiste qui se balade et qui fait des choses est parfois seul aussi. Donc il y a cette notion, et quand tu disais Ibrahim Kamara, voilà, il y a des rencontres, il y a des gens avec qui on apprend à collaborer et qui rentre en fait dans ton propre travail personnel, j'ai l'impression. Toi, par exemple, ça se ressent énormément, c'est que les stylistes rentrent vraiment dans ton univers et tu travailles avec eux pour construire ton image et en faire quelque chose de très personnel finalement. Oui, il faut effectivement aussi travailler avec des stylistes qui vous apprécient parce que moi, souvent, effectivement, on ne voit pas très bien les vêtements. Les stylistes ne m'aiment pas beaucoup. Mais effectivement, c'est pourquoi il faut faire partie de la bonne équipe et se sentir en confiance pour dire nous avons la même vision. Est-ce que je peux poser moi-même une question à Malik, en fait? Si je peux, parce que je vous ai rencontré, Malik, en tant que mannequin. Donc effectivement, Malik, tu as vu peut-être ce qu'il y a de plus beau et de moins beau dans cette industrie de la mode. Est-ce que je peux dire cela? Ce qui se passe en coulisses. Est-ce que ceci t'a donné plus de force, entre guillemets, cette force de pouvoir dire oui, ça c'est un contrat pour moi et cela non?
Pour moi, c'est très important parce que quand j'ai commencé à faire la photo, je me suis rendu compte que j'étais devenu un meilleur mannequin. Pourquoi? Parce que finalement, je comprenais les photographes et quand j'étais que mannequin, souvent les photographes me disaient des choses très bizarres et j'étais là, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Genre, bouge ta tête comme ça, mais regarde. Et quand j'ai commencé à prendre des photos de mode, finalement, en retournant au travail en tant que mannequin, j'étais beaucoup plus patient parce que je comprenais mieux certaines choses. Bien sûr, ça dépend parce que parfois tu travailles avec des photographes qui savent vraiment bien s'exprimer, c'est très important aussi, mais souvent c'est très difficile de comprendre. Et je pense que le mannequinat, ça m'a permis de comprendre bien les mannequins. Et la photographie m'a permis d'être un meilleur mannequin, beaucoup plus patient et plus grateful, I would say. Yeah. Par exemple, toi, Jack, qu'est-ce que tu as demandé à ce mannequin-là exactement? Quelle était l'idée? Comment tu diriges en fait? This is me torturing my brother-in-law. Ok, alors c'est une image de moi en train de torturer mon beau-frère. Une série d'images de famille. En fait, je l'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup. Vous pouvez avoir votre propre interprétation de cette image. L'idée, nous avons parlé de la photographie documentaire appliquée à la mode. Eh bien, ce projet, il s'agissait donc de notre lieu de vie. Cela représente une maison dans laquelle nous avons habité. Et je souhaitais aussi montrer à ma famille un petit peu en quoi consiste mon travail. Est-ce qu'ils oui, ils sont là d'ailleurs. Coucou. Parce qu'effectivement, il n'y a que peu de personnes qui comprennent vraiment le processus de création de photos. Ce n'est pas seulement la question du processus créatif, mais aussi, effectivement, amener les gens, que ce soit votre mannequin, votre équipe, dans le bon environnement, dans le bon état d'esprit et véritablement arriver à la réalisation de ce que nous avions imaginé, de cette idée conceptuelle. Donc, c'est comme un travail de chef d'orchestre quelque part. Un autre sujet assez crucial, en fait, on en parlait hier avec Alexandre, c'est celui donc pour l'éditorial du magazine. Alexandre, hier, tu me racontais quelque chose qui était que, voilà, à l'époque, en fait, les musées n'étaient pas très friands de photographie. Il y a un petit bout de temps, et que c'est devenu de plus en plus commun. Et donc, en fait, les photographes s'exprimaient dans les magazines, finalement. Et que l'éditorial était finalement une sorte de galerie pour les photographes. Et on se retrouve aujourd'hui, c'est un peu le talk, enfin, la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est comment ce travail de commande aujourd'hui s'expose, comment à Paris Photo, on a tous les plus grands photographes de mode qui sont là, comment des photos d'Avdon peuvent être vendues des centaines de milliers d'euros aujourd'hui, comme des Irving Penn, comme des Newton, voilà, qui sont devenus des grands maîtres et qui font en fait aujourd'hui partie de la photographie. Vous, en fait, dans le magazine, qu'est-ce que vous recherchez? Par exemple, Senta, toi, quand tu travailles avec des magazines, j'imagine déjà que tu travailles pas avec tous les magazines, tu choisis, j'imagine, et qu'est-ce que tu recherches et qu'est-ce qui te plaît dans la commande d'un magazine? Well, it's true, but I think it's always about portrait people. So I started like also photography. Moi, j'ai commencé avec la photographie et mon premier ouvrage consistait en portraits d'amis, femmes uniquement, des mannequins femmes. Et concernant la mode, cela me permet de continuer d'explorer ce que j'ai présenté dans mon livre. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup ce travail dans la mode. C'est comme une extension de mon travail d'artiste. Donc, effectivement, je travaille comme mes collègues ici avec des stylistes et cela devient une collaboration différente, avec plus de contraintes. Parce que
Bien sûr, il faut avoir un lien avec le magazine. On ne peut pas juste mettre des images de nus et s'attendre que cela convienne. Et je suis curieuse, effectivement, de toujours en apprendre plus sur la photographie de personnes. Donc, maintenant, j'ai des directeurs de casting précédemment. Je faisais toute cette recherche de direction des castings moi-même, mais j'ai décidé d'adopter un processus différent, Ça, par exemple, en particulier pour le travail pour les magazines. comment? C'était un travail personnel, c'était un magazine, c'était une commande, c'était quoi par exemple? Non, ça c'est une amie que j'ai photographiée en Suisse. Donc, c'était un travail complètement personnel. Complètement personnel. Oui. Donc pas, j'imagine, pas avec un casting director, pas avec de styliste, voilà. Mais finalement, quand après on peut voir des choses comme ça, ou d'autres images dans ton travail, c'est vraiment des choses que tu cherches, j'imagine, à retrouver en fait cette authenticité dans ton travail de commande, dans ton travail et en fonction des supports et en fonction des marques aussi, parce que il y a un travail aussi pour les marques. Certaines te laissent, j'imagine, plus libre que d'autres d'aller plus loin ou pas. Oui, there's always some constraint, but I think it's also something interesting because then. Oui, il y a toujours des contraintes, mais c'est aussi intéressant. Il faut savoir qu'il y a toujours une liberté, il n'y a pas de limite dans mon travail personnel. Il y a moins de contraintes que le travail éditorial, mais nous travaillons avec une équipe. J'apprécie aussi ce côté du travail dans le cadre de contraintes. Cela ajoute un défi différent et je me pose la question de comment amener ma touche personnelle dans ce travail dans le cadre de cette équipe. Donc, il y a toujours l'élément, bien sûr, minimaliste d'un portrait d'une personne, puisque je ne veux pas montrer l'image de quelque chose qui n'existe pas, mais vraiment montrer la nature, cette personne. Beaucoup de liberté aussi. Ouais. Sorry, can I ask one question? Ouais. Je voudrais poser une question. Est-ce que vous trouvez que travailler avec des gens qui vous sont proches, vous n'avez pas peur de les emmener dans quelque chose de commercial? Non. Ça m'est arrivé une fois. Est-ce que parce que j'entends beaucoup parler de contraintes, mais ce qui est très intéressant, parce que finalement, c'est vrai que le travail de commande est une sorte de contrainte. Est-ce que dans la contrainte, vous avez déjà réussi à faire quelque chose dont vous étiez presque plus fier? Alors, c'est un peu bizarre de pas être fierté, mais où vous vous êtes trouvé dans la position, où vous êtes allé encore plus loin que dans le travail personnel. Parce que finalement, personnellement, en tant que directeur artistique, je ne travaille que dans la contrainte, parce que je suis pas artiste, je suis directeur artistique, donc j'ai des contraintes, il y a un cadre. Mais parfois, je me rends compte que dans la contrainte, dans des gens qui vont me dire ça, on peut pas le faire, ça, faut le faire comme ça, etc. Ça me re-questionne et je vais parfois plus loin en fait. Je m'aperçois que finalement, en retravaillant des choses, au début je râle et après je le refais. Je me dis tiens, je suis allé plus loin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez, cette contrainte finalement? N'importe lequel. Ouais, moi, il me vient un exemple d'un sujet qu'on avait fait ensemble, alors qui est pas du tout de la mode pour le coup, mais c'était un sujet sur Gérald Thomasin, qui était un comédien qui avait été emprisonné, accusé d'un meurtre qu'a priori il n'avait pas commis, et il y avait une contrainte assez forte parce que le sujet était de faire son portrait, mais il était emprisonné, donc impossible de s'y rendre pour le photographier. Et donc comment en fait aborder cette question-là du portrait à travers d'autres éléments, des lieux, des traces écrites. Et il y avait tout le sujet était aussi un peu construit autour d'une phrase d'un policier qui disait que, étant donné qu'il avait joué dans des films où, pardon, vous entendez pas. Étant donné qu'il avait joué dans des films où il incarnait un rôle de meurtrier,
on avait du coup eu l'idée ensemble d'identifier dans ces films des images, un certain nombre d'images où on pouvait croire qu'il avait ce caractère-là. Et c'est vrai qu'en mélangeant toutes ces strates de documents, apparaissait finalement un portrait assez convaincant. Et c'est quelque chose qu'après j'ai réinjecté dans mon travail Et personnel. ça a donné lieu à un livre. Ouais, même j'ai continué finalement le travail et on avait fait un petit objet éditorial. Oui, c'est vraiment un exemple assez parlant justement de ce dont on parle là, de comment une commande devient en fait un objet artistique, comment ça devient un livre, comment ça peut devenir autre chose finalement. Est-ce que vous, peut-être Malik, c'est déjà quelque chose que tu as expérimenté par le passé dans ton travail? Tu t'es rendu compte qu'un travail de commande a donné lieu à quelque chose? Là, tu as eu ton exposition hier. Est-ce qu'il y a des images que tu avais déjà réalisées pendant des commandes? Est-ce qu'il y a des choses pendant des commandes où tu t'es dit, tiens, en fait, ça me donne l'idée de revenir là, de faire ça, de le traiter comme ça? Non, pas forcément pour cette exposition-là, par exemple, parce que c'est quelque chose que j'ai fait il y a très très longtemps et c'était à l'époque où je me suis disais travail de mode, travail personnel. Donc voilà, mais après, ça m'est arrivé une fois qu'on m'ait envoyé à faire des photos au Ghana pour une marque qui s'appelle Wells Bonheur. Et vraiment, à travers ce projet, en fait, c'était une des premières fois que je faisais de la mode en Afrique. À travers ce projet aussi, je me suis rendu compte, c'était un des premiers projets qui m'a fait réaliser que je pouvais mixer le travail personnel et la mode. Donc, c'était une commande qui m'a fait réaliser quelque chose de très Qui a révélé important. quelque chose en toi Ouais, de quelque très chose en fort. moi qui m'a beaucoup inspiré par la suite de comment je peux photographier les gens, comment je peux photographier le vêtement sur des gens. Mais en général, je pense que c'est toujours une question de collaboration et de faire confiance aux gens. Je pense que moi, si j'ai dit oui à travailler avec toi, c'est parce que je te fais confiance sur le projet, l'assignement que tu vas me donner. Et je pense que toi, si tu me demandes de travailler sur un projet, tu devrais me faire confiance aussi. Donc, je pense que it's always a good end. Like, c'est pas forcément une mauvaise contrainte, je veux dire. Ouais. J'ai une autre question. Je ne sais pas combien de temps doit durer le talk, par contre. C'est une heure. Parfait, très bien. J'ai une autre question qui est, on est en 2024, donc on est à l'heure du digital. C'est une époque de réseaux sociaux. Donc l'image a un petit peu changé. Le print est différent d'il y a, même s'il y a beaucoup de print, beaucoup de livres, de plus en plus de magazines aussi, mais les réseaux sociaux et notamment Instagram, je trouve, a un peu changé aussi la manière de à la fois consommer l'image, de la regarder. Est-ce que vous, dans votre travail, vous conceptualisez ça, ou en tout cas, est-ce que vous avez une façon différente de penser l'image en sachant que parfois cette image ne va être vue que en 5 cm par 5 cm sur des téléphones dans le monde entier de façon immédiate, ou c'est quelque chose qui n'a pas trop d'incidence? Et même dans votre travail artistique et dans votre travail d'artiste, est-ce que vous utilisez ce média pour, enfin, comment dire, j'imagine que grâce à Instagram, qui est une sorte de portfolio instantané, général, vous avez pu aussi avoir certaines opportunités. Comment vous analysez ou comment vous imaginez l'évolution de votre travail à l'heure des réseaux sociaux? Jack, toi qui es une star des réseaux sociaux. Selon mon expérience, je trouve que la photo
qu'elle soit sur Flickr, Tumblr. C'est vraiment le moment où j'ai découvert vraiment les images. Et je me suis entraînée et je les postais tous les jours. Et c'était devenu addictif parce que c'était une manière de me connecter au monde, d'interagir avec les gens. Et Instagram me donne encore ce sentiment, mais bon, c'est moins facile. Instagram, c'est un peu un jour avec le diable, mais c'est peut-être pas la meilleure chose, mais ça génère du travail. Donc, alors j'ai des commandes et parfois c'est simplement pour que les gens puissent montrer des choses sur les médias, sur les réseaux sociaux. Souvent, ça peut être une photo que vous avez faite à la maison. C'est pas forcément votre travail commercial que les gens regardent, mais le travail personnel plutôt que vous faites et que vous mettez sur les réseaux sociaux. Je pense que j'aime bien poster des photos. Oui, c'est circulaire, Instagram. De l'ordre du produit, j'ai l'impression que la photo l'image est devenue presque un produit qu'on consomme comme on consommerait un peu n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ce danger aussi d'en faire beaucoup. Et toi, Alexandre, tu disais justement que la façon dont tu travailles est presque à l'encontre de ça, même si tu te sers du digital. Toi, tu travailles à la chambre, à la 20-25, donc tu as une économie différente aussi de photographes. Je pense à Jürgen Teller qui shoot maintenant à l'iPhone et en fait qui peut shooter indéfiniment avec une facilité comme nous tous en fait. Alors c'est philosophique son travail finalement, c'est-à-dire que lui se dit je veux utiliser l'instrument de monsieur et madame tout le monde pour réaliser des images qui dans 30 ans seront l'image de notre époque. C'est assez intéressant, mais toi t'es pas là-dedans. Tu veux dire que je suis pas très bon en réseaux sociaux, hein. Je sens. J'osais pas le dire comme ça, mais non, mais je suis pas très bon en réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un peu absurde de shooter à la chambre 25 quand finalement l'image va faire le 5e du négatif au final. Il y a une petite contradiction, je l'accorde. Moi, les réseaux, enfin, pour la partie réseaux sociaux, c'est vrai que c'est plutôt une contrainte, hein, et quelque chose d'assez douloureux. Même si récemment, j'ai trouvé un petit peu une manière de fonctionner qui marchait un peu mieux, où je mélangeais, où je mettais finalement tout sur le même plan. Donc, il y a des images qui pouvaient avoir 20 ans, comme des images que j'avais pu faire la veille. Et en fait, et là, je m'amusais un petit peu. Mais ça fait longtemps que je galérais. Après, sur la partie, c'est quoi l'autre partie de la question? C'était sur ah oui, le fait d'utiliser la chambre à un moment donné où effectivement il y a un flot d'images qui est consommé. Alors c'est vrai qu'en utilisant la chambre grand format, la contrainte économique est très forte et du coup on shoot très peu. Donc il y a un rapport à l'image qui est très différent et qui me convient. Après c'est pas vraiment une attitude conceptuelle, c'est plutôt la contrainte de cet appareil, la taille qu'il prend dans la pièce ou dans le rapport au modèle en fait me satisfait bien. Enfin, je crois que je suis un peu meilleur en faisant ça qu'en étant avec un petit appareil. Non, mais c'était aussi une question qui était dirigée dans un but très précis, qui était que la photographie, c'est aussi un art qui coûte de l'argent et que c'est vrai que la mode, finalement, est aussi un moyen de finalement vivre de son art et de pouvoir à terme faire des projets personnels. C'est vrai que on fait des projets personnels, des marques de mode viennent nous voir pour shooter des campagnes, ça nous permet de vivre de notre art et derrière de continuer à faire des projets personnels. Donc c'est vrai que le processus photographique, bon, le tien est assez onéreux, mais c'est important. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes photographes aujourd'hui se dirigent vers la mode, parce que c'est une industrie dans laquelle on peut se permettre de vivre et de pouvoir ensuite expérimenter des choses personnelles. Et en effet, de temps en temps, de créer des liens entre les deux. Toi, par exemple, Jack,
Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Il y a des exemples de tes travaux où... Alors, on va pas citer les marques, on va pas machin. Mais voilà, il y a des exemples. Tu as intitulé ça, je crois, Commercial Work that Feels Commercial. Donc, on voit ici, voilà, que on est dans des images qui sont finalement plus... Non, c'est vrai. I mean, that was a private folder for you, but I know. No. C'était une photo privée pour toi. Je pense que pour revenir à ce travail, à cette œuvre, comme quand vous êtes payé pour faire quelque chose, il faut accepter que vous n'allez pas avoir votre photo rêvée. Il y a des contraintes. Par exemple, avec... J'aime travailler avec ceux qu'on ne doit pas citer, hein, qu'on a vus. Bon, c'est toujours gratifiant, mais c'est un processus très différent. Par exemple, une photo, je sais pas, si tu veux revenir à l'autre photo, on a utilisé beaucoup de mousse pour recréer la mousse de la mer. Et bon, on s'est posé la question de savoir si on allait faire... Bon, ça ressemblait pas du tout à quelque chose que j'avais fait avant. Et je me disais, bon, j'avais déjà fait ça, mais bon. Mais si moi je dis pas oui, il y a quelqu'un d'autre qui acceptera de faire ce boulot. Bon, c'était assez marrant parce que ces vêtements coûtent pas mal d'argent et la mousse, c'est pas très bon pour le cuir, donc c'était un peu un cauchemar de ce point de vue. Mais certaines photos, vous pouvez les faire dans un cadre commercial et où vous pouvez exprimer des choses que vous aimez et expérimenter des choses que vous aimez vraiment. Quelquefois, vous avez la possibilité de joindre l'utile à l'agréable et la meilleure chose que j'ai apprise en tant que photographe, c'est de ne pas avoir honte du travail commercial. Ben, il faut gagner de l'argent. Il ne faut peut-être pas en faire trop. Comme la plupart d'entre vous, vous n'avez pas vu ces photos parce qu'elles ne sont... C'est pas... J'en fais pas la publicité, mais... Et je préfère montrer des choses qui me sont plus personnelles. Mais c'est aussi vous, ça. Non, mais honnêtement... Oui, c'est quelque chose qui est peut-être plus commercial, mais c'est pas un gros mot commercial. C'est aussi quelque chose d'intéressant. Il y a une contrainte plus forte. Mais quand on regarde les images, finalement, même si c'est beaucoup plus commercial, il y a de la poésie, il y a du surréalisme, il y a une idée. C'est pas un fond blanc. C'est pas. Il y a quand même une partie de toi dans ce travail qui, pour toi, est le plus commercial de tous les autres. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est intéressant, c'est de voir. Alors derrière, il y a une agence de pub. Donc c'est là aussi où il y a peut-être un manque de communication avec une grosse agence de pub qui en fait prend et veut un produit et veut la même chose. Mais on arrive quand même à sentir qu'il y a un peu de toi. Il y a un autre dossier qui est peut-être plus intéressant, qui est, si on remonte, alors il y a celui-ci. Et je crois que c'était celui-ci. Yeah, I mean, even the ones before. Même les photos précédentes. Ça, ce sont des photos d'une campagne publicitaire. Et bon, j'ai pris certaines qui n'ont pas été utilisées et que je préférais finalement. Oui, ça, c'est le type de boulot que j'aime bien faire. J'ai beaucoup de chance. Je voudrais savoir quel a été le pire job que vous avez dû faire. Mon pire, vous avez quelque chose qui vous vient ou No comment. Je
Je ne ferai pas de commentaires. Dit Malik. Ouais, mais avec Éric Pillot. Ouais. Ok. Peut-être le mot de la fin. Senta, quelque chose à ajouter ou pas sur cette discussion? Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais ajouter? No, I think it's great actually to. Je crois que c'est super. C'est difficile de travailler dans différents secteurs, que ce soit des photos commerciales, des photos de mode, et de continuer à faire son propre travail plus personnel, qui requiert beaucoup d'efforts alors qu'on a d'autres boulots à faire. Mais c'est bien parce que tout pour moi est devenu un ensemble de travail, c'est un corpus, même si c'est une mauvaise pub. Ça vous donne la possibilité d'être vous-même dans votre propre travail, ça vous remet en question. Et je pense que c'est bien de pouvoir s'exprimer dans différents domaines, que ce soit la mode ou autre. La photo commerciale est lucrative, donc c'est bien, tout devrait être davantage démocratisé aujourd'hui. Peut-être à un truc que tu as dit tout à l'heure quand tu disais que toi, tu ne te considérais pas comme une female photographeur. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous rejetez l'idée d'étiquette, c'est-à-dire photographe de mode, photographe documentaire ou photographe de nature morte, ou est-ce que pour vous, vous êtes photographe et quel que soit le sujet, c'est que vous pouvez explorer ça? Est-ce que vous vous considérez comme un photographe de quelque chose ou pas du tout, juste un photographe? Non. Ouais, juste photographe. Moi, oui, je pense que c'est juste photographe. Je pense qu'en fait, personnellement, je pense que c'est bien d'être ouvert d'esprit parce que je pense que parfois c'est très dangereux d'être fermé d'esprit et de dire que on aime que ça parce que le monde il change et on ne sait jamais ce qu'on rate. Moi j'aime bien expérimenter, explorer. J'aime bien faire des photos de paysages. De temps en temps j'ai envie de faire que ça et parfois j'ai envie de faire des photos de mode et et d'autres fois, j'ai envie d'aller documenter un sujet un peu plus sensible. Donc, je pense que c'est photographe ouais, tout court. Photographe. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais pas, on peut poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ah ouais, il y a un... Hi, I'm taking that moment. I'm a casting director, Kira. Je m'occupe des castings et je viens de la photo et de l'art. Je suis intéressée par les gens et mon intérêt pour les gens m'a rendu directeur de casting. Je pense que le monde de la mode, c'est difficile d'y rentrer. Il y a toujours un moment où on peut entrer dans ce moment. Et quel a été ce moment pour vous? Comment êtes-vous entré dans ce monde et qui vous a permis d'être connu, reconnu et vu? Pour moi, j'avais un gros book de photos. Je suis arrivée à Londres. Je ne savais pas en quoi consistait cette industrie. Donc, je suis allée dans les agences et voilà mes photos. Je reviendrai et une heure après, je revenais. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte comme ça. Et j'avais pas de réponse. Et un jour, un magazine londonien a vu mon book et m'ont demandé de faire un reportage photo en mode, donc. Et bon, ils ont aimé, voilà. Ils sont pas toujours très bons, les gens,
Ils n'imaginent pas toujours bien comment vous pourriez vous intégrer dans leur monde. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de porte-à--porte. C'est pas venu d'un coup. C'était plutôt il y a eu beaucoup d'éditeurs, de petits éditoriaux qui ont amené d'autres éditoriaux, mais ça a été c'était un travail assez lent en fait. J'ai pas eu une explosion d'un coup. C'était une construction plutôt lente. I actually have a funny story. Alors, j'ai une histoire drôle à raconter. Quand j'étais plus jeune, je rêvais toujours d'être un photographe. Non, pardon, je voulais être joueur de football. Et il y a un directeur de casting qui est venu dans le restaurant où je travaillais, et c'est comme ça que je suis devenue mannequin. Parfois, il faut un peu de chance et des gens qui croient en vous. On ne réalise pas toujours. C'est bien d'avoir l'esprit ouvert. Et pour moi, au moment, en tant que mannequin, en tant que photo, et voilà, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui est venu vers moi et qui m'a ouvert des portes. Pour moi, ça a pris beaucoup de temps. J'ai pleuré beaucoup de choses avant de faire mon book en 2018. Et puis, je me suis retrouvée dans le Aperture Book Award. Et à partir de là, ça a été très rapide. J'ai commencé à faire des photos de mode. Mais avant ça, ça a été long. Qu'en est-il de toi? Une autre question? Malheureusement, il n'y avait pas de micro. Merci. J'ai une question. Je suis étudiante en master. Je m'occupe de marque et de photographie. La photographie de mode n'est pas reconnue en tant qu'art. Richard Avedon, je crois, a fait une expo de ses photos en excluant toutes ses photos de mode. Et vous avez mentionné les photos commerciales, votre travail, quelles marques vous permettaient de vous exprimer, etc. Ne pensez-vous pas qu'il est peut-être temps de lutter de ce diktat ou l'hégémonie des marques qui veulent vous imposer leur vision, vous imposer ce qu'elles veulent, les campagnes, les éditos, etc. Dans quelle mesure pensez-vous que l'avenir de la photo et de la photo de mode dépend est-ce qu'il n'est pas temps que vous imposiez votre vision? Excellente question. C'est quelque chose qui n'est pas simple pour moi. On est tous entrés dans ce métier parce qu'on l'aime. Et on ne veut pas tuer cette passion, on ne veut pas détruire les raisons pour lesquelles on a voulu faire ce métier. Et on fait tous des erreurs et on se retrouve dans des situations où on se dit qu'on n'est pas avec les bonnes personnes. Au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, on prend de meilleures décisions. En particulier, moi j'ai des enfants, donc ça m'aide aussi. La plupart des magazines n'ont pas beaucoup de budget. Et souvent, quand j'étais jeune, mes parents me demandaient si j'étais payée ou pas, quand je leur disais que j'avais un nouveau boulot. Ce qui est important, c'est de faire des photos qu'on est. Bon, ce sont les photos les plus gratifiantes pour moi, mais bon, il faut jongler là. Il y a 40 ans, on pouvait encore vivre du magazine. Le magazine faisait vivre des photographes. Comment?
du documentaire ou du portrait Ouais, ou d'autres choses. Il y avait des photographes qui en vivaient, quoi. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. C'est devenu une vitrine ou un endroit d'expérimentation. Une plateforme et une vitrine. Mais qui est du coup dépendante des activités commerciales, des publicités qu'on va pouvoir faire. Sans ça, on peut plus produire d'images pour des magazines, en fait. Après, c'est vrai qu'aussi pour répondre à la question par rapport à cette idée que la photographie de mode est perçue comme peut-être un peu moins importante, etc., ça a quand même beaucoup changé depuis quand même plusieurs années. Ne serait-ce que, tu vois, en 2010, tu as Avdon avec Dovima et les éléphants qui a été vendu presque à 900 000 €, acheté par Dior. Et il n'y a même pas 6 mois, tu as Jürgen Teller qui était exposé au Grand Palais de son vivant, qui est à la frontière entre ce dont on est en train de parler, en fait, un photographe de mode, mais un photographe documentaire, mais un photographe artiste. Et en fait, c'est aussi un très bon exemple de cette photographie qui est considérée comme une photographie de mode, donc qui était peut-être considérée avant comme moins importante, se retrouve exposée, se retrouve sur des murs, se retrouve à être vendue, à être vue, à être appréciée. Il y a une longue liste de photographes de mode qui sont devenus aujourd'hui, et à nouveau, là, on se balade dans les couloirs, on voit des Araki, on voit des Paolo Roversi, on voit des De Marchelier. Enfin, l'appareil photo, c'est vraiment un très bon exemple de la photographie de mode, mais purement de mode, est devenue en fait une photographie d'art. Donc, je pense que ça a quand même beaucoup changé et que il y a une nouvelle génération de photographes qui est encore en train d'apporter quelque chose, presque un supplément d'âme à cette photographie de mode. Vous êtes en fait aussi en train d'apporter à la mode un aspect sociétal, un aspect politique parfois, un aspect personnel aussi. Donc, au-delà de shooter de la mode, vous intégrez des choses qui vont au-delà, et c'est pour ça que ça transcende un peu cette photographie de mode d'une certaine manière, et que on a cette discussion aujourd'hui parce que la photographie de mode n'est plus simplement une photographie destinée à être imprimée dans un magazine ou une campagne de mode, mais c'est aussi un travail artistique finalement, même si elle est composée, même si elle est faite en équipe, même si elle est, au final, quand on pense à Robert Doisneau et au baiser de Doisneau, c'est pas une photographie qu'il a fait comme ça. Il a trouvé, c'était 2 acteurs, ils se sont baladés pendant 3 jours dans Paris, il a fait beaucoup d'images d'eux, et puis à un moment il s'est mis là, il est resté 1 heure, et puis il a fait cette photo, et c'est devenu cette image iconique. On se dit tiens, le baiser de Doisneau, mais non, c'est pas une photographie de mode, mais au final, c'est aussi composé, c'est aussi un peu stage finalement. Donc, non, je pense que ça évolue plutôt dans le bon sens pour la photographie de mode, en tout cas. Une autre question, question là-bas. Peut-être la dernière. Bonjour, merci beaucoup. Je me posais la question sur la simplification du visuel, en fait, qu'on a de plus en plus de choses plutôt simples à lire avec des lignes, des couleurs, etc. Et justement, est-ce que ça vient de la mode ou d'Instagram même? Parce que, étant donné que c'est petit, il faut voir tout de suite de quoi on parle et il faut voir... il faut attirer le regard et donc il faut demander moins de travail de la part du spectateur, en fait, pour voir. Et dans quelle manière ça influence votre travail, parce qu'il y a de moins en moins d'éléments, en fait, sur la photo. Je vais pas répondre pour vous, mais c'est vrai que ça dépend peut-être aussi un peu. Ils ont tous un univers un peu différent. J'aurais pas tendance à dire que Jack, par exemple, a moins de choses sur la photo. Je pense qu'il y a beaucoup à voir sur ces photos, qu'il y a plusieurs lectures, qu'il y a plusieurs layers. Jack, il adore mettre plusieurs niveaux de lecture à ses images. Et pour le coup, toi, Senta, tu as quelque chose de beaucoup plus direct, plus minimal, peut-être plus lisible structurellement dans ton image. Donc, je vais vous laisser répondre, mais en effet, je pense que je vais peut-être vous laisser débattre de ça maintenant. Moi, c'est vrai, c'est peut-être moins construit, c'est plus direct. Mais je sais pas, je me pose pas vraiment la question de la simplification, en fait.
Moi, je pense que ça dépend en fait du sujet que l'on photographie. Je trouve que parfois, par exemple, quand je photographie un sujet qui a beaucoup d'émotions, une personne qui a beaucoup d'émotions, j'aime bien avoir une lumière assez simple finalement parce que c'est tout à propos de la personne. Et d'autres fois, c'est aussi le stylisme. D'autres fois, je donne l'avantage au styliste parce qu'il a tellement de matière, tellement de choses à montrer. Et du coup, j'aime bien essayer de faire une photographie qui est le plus simple possible, le plus facile à lisible pour le stylisme. Et parfois, quand il n'y a pas vraiment de stylisme ou d'émotion, là, personnellement, c'est là où il faudrait faire une sorte de photographie un peu plus dramatique, mais c'est personnel, je suis très ouvert d'esprit. Après, bien sûr, il y a d'autres photographes qui ont une lumière et c'est toujours la même lumière, c'est très technique et voilà. Ouais, je pense que ça dépend beaucoup des styles. Je comprends la question parce que c'est vrai qu'avec Instagram et le digital, on a tendance à avoir les images en petit, donc à aller peut-être droit au but, à avoir des choses plus lisibles. Après, ça dépend des photographes. En effet, il y a tellement de personnes qui ont des univers différents, certains très chargés, certains plus vont dans le minimal. Je suis pas certain que le support digital influence forcément la réalisation de l'image. Je pense qu'à un moment, c'est une plateforme sur laquelle dont on se sert en fait pour faire véhiculer son travail, mais je suis pas certain qu'aujourd'hui certains doivent le faire. Je pense par exemple aux pochettes de disques, bizarrement. En tant que graphic designer, quand on fait une pochette d'album, on sait que grosso modo, ça va se retrouver sur Spotify, donc très petit, et peut-être qu'il faut aller vers des choses plus directes, etc. À l'époque, avec le vinyle, on pouvait peut-être plus raffiner, aller dans des recherches typographiques, etc. Donc dans la photo, il y a vraisemblablement peut-être ça, mais ça dépend, oui, ça dépend du sujet, ça dépend de, comme dit Malik, en fait, parfois aussi, on se retrouve face à des gens, même nous en commande en tant que directeur artistique, quand c'est dans un magazine et qu'on va aller shooter une personne, en fonction de qui on va shooter, on se pose la question de qui pour le shooter parce qu'on veut aussi raconter des choses. Si on va shooter une personne qui a subi un traumatisme et qui raconte ce traumatisme dans un papier, on va pas aller chercher un photographe très pop qui fait des choses sur fond vert et qui fait sourire tout le monde, etc. On va plutôt aller chercher des personnes qui sont un peu plus dans l'intime, qui ont peut-être une lumière qui va venir raconter en fait et qui va apporter une distance avec le sujet. Donc c'est plutôt ça au début et ensuite le digital et les images sont là pour en fait faire véhiculer et faire voyager ces images plus rapidement que un magazine. Voilà, un magazine comme M, le magazine du Monde, c'est imprimé le week-end, le samedi uniquement en France. Donc s'il n'y avait pas de digital, la diffusion serait un tout petit peu limitée. Peut-être une dernière question. Non, c'est fini. On me fait signe que c'est fini. Donc, je voudrais remercier déjà Paris Photo de nous avoir reçus. Merci à Anna et ses équipes. Et merci également à nos 4 invités. Et merci à vous d'être venus à ce talk.